Les discussions avec la docteure Boisseau m'a secoué, plus que je voulais me l'avouer. Sa dernière remarque, surtout, a rendu ces 2 semaines difficiles. J'ai l'impression de les avoir vécues sans cesser jamais de regarder par-dessus mon épaule, persuadé d'être observé, voire suivi, par quelque chose qui prendrait un indicible plaisir à me tourmenter de la sorte. Je n'ai pas compté les fois où je me suis vivement retourné, ou quand j'ai bondi dans une direction improbable, dans l'espoir de confondre et de surprendre mon poursuivant, en vain. Il ne pleut plus. Il ne pleuvra plus comme il est tombé ces mois passés, et cela me rassure un peu, sans empêcher mes nuits de se peupler de cauchemars. Une ombre, la même je crois qui me torture le jour, rit de moi, mauvais rêve après mauvais rêve, se moque de mes tentatives pathétiques pour échapper à une emprise ou une autre, ou pour trouver l'interrupteur qui chassera les ténèbres qui m'engluent. Je ne sais plus. Mon nouveau psy, j'ai dû en changer après le départ du docteur qui me suivait, elle a quitté la région, prétend qu'il s'agit d'une façon d'affronter le deuil et de traverser l'épreuve. Pour lui, l'ombre serait une figure de la mort, une itération de celle-ci pour mon inconscient qui chercherait à résoudre ma propre mortalité maintenant que j'ai fait l'expérience de son inéluctabilité. J'ai toujours, toujours méprisé les freudiens ou lacaniens, charlatans malfaisants à effet Barnum. Et clairement, il faut que je change de thérapeute. J'avais déjà commencé mes recherches. J'avais jeté mon dévolu sur ce connard qu'en désespoir de cause. Mais il serait bon que je hâte la démarche. Je rêve peu et cauchemarde encore moins. Quant à l'objection qui arguerait qu'il faut dire que je ne me souviens pas de ces rêves et cauchemars, je répondrais par l'aphorisme habituel. Quand un arbre s'effondre dans la forêt sans personne pour l'entendre, émet-il un son? Y a-t-il du bruit, hein? Je rêve peu et fais encore moins de cauchemars. Pourtant, celui-ci me laisse paradoxalement un souvenir aussi confus que vivace. Cette ombre, je la sens sur mon corps, jusque dans mes poumons. Il me semble que je la respire, alors qu'elle s'infiltre en moi jusqu'à contaminer le sang que transportent mes veines. Cette panique, je la vis comme un noyé sous la glace qui voit l'air libre derrière la barrière. Tout cela, je le perçois avec l'intensité du café que je bois trop chaud et qui me brûle la gorge. Mais après, la silhouette, s'il en est une moqueuse, je l'entends. Et je suis même sûr que je l'ai vue et que je l'ai entendue parler, persuadé même qu'en plusieurs occasions, elle et moi avons discuté posément, comme deux amis, assis à une table que je sais pourvue de boissons et de biscuits, à la façon d'un high tea britannique, je le sais. J'ai le goût des sandwichs aux concombres dans la bouche. Et faut-il souhaiter ça à quelqu'un? Mettre de face, des traits, des éléments qui me permettraient de dire c'est lui, c'est elle? Rien. Je ne me souviens de rien. Et cette rupture entre ce que je sais et ce qu'il me reste, ce bâillement que je vois, me terrifie plus que tout. Enfin. Bref. Pour revenir au sujet. La déclaration du docteur Boisseau, Carter a peut-être raison ou quelque chose comme ça, ne m'a pas déserté. Qu'entendait-elle par là? Donnerait-elle raison à ces aristocrates de la bêtise? J'ai réécouté l'enregistrement. Encore et encore. Elle les déteste vraiment trop pour accepter leur délire, je pense. Je l'ai appelée. Je l'ai appelée plusieurs fois pour lui poser la question. Elle n'a jamais répondu. J'ai hésité à aller frapper à sa porte pour savoir, mais non, cela ne se fait pas. Alors quoi, hein? En quoi Carter avait-il raison? À quel propos? Ses puissances? La place de l'humanité? J'en sais rien. J'essaie de ne pas me détruire la tête avec ces questions. Et j'échoue. Par contre, qu'elle me parle de l'enterrement d'Octave m'a fait réaliser quelque chose et j'ai été confirmer mes soupçons. L'office notarial qui gère les affaires d'Octave, auquel je n'avais jamais fait attention, n'est pas français. Enfin, si, mais pas que. C'est confus pour moi aussi,
et je soupçonne que cela soit fait exprès. Je n'en ai pas parlé avant parce que j'ai mis très longtemps à le réaliser et à le comprendre intimement. Octave, architecte de bonne famille, avait déjà du bien, je le savais. Ce que Carter lui a légué l'avait rendu riche au-delà de toute obscénité. Il n'en aura pas profité longtemps, et je me demande s'il était homme à en profiter, mais tout de même. Et par la force des choses, je suis désormais de cette catégorie de personnes éligibles aux meilleurs fiscalistes qui se battraient pour mon patrimoine s'il n'était pas déjà dans les mains du cabinet qui gérait les affaires de Carter. Dans le legs de Carter à Octave, il stipule, et je l'ai lu, et me le suis fait confirmer par son avoué, je l'ai lu, la gestion du legs, la gestion du patrimoine ne doit pas quitter l'office. Condition qui s'est étendue à mon héritage, et de ce fait, le notaire qui m'a annoncé la mort d'Octave, le legs qui allait avec, qui m'a transmis les cartons, celui qui s'occupe de moi depuis octobre, et j'avoue qu'il s'occupe de moi, c'est effectivement un notaire du coin, mais expressément missionné par le cabinet de Carter. Que je coupe court. Par mail, j'ai pu discuter avec Sorcha Willis, l'avoué de Feu Carter et de mon oncle. Cela n'a pas été très concluant, car elle ne m'a rien dit. Des affaires censément ésotériques de Carter, et a même pris un malin plaisir, du moins ainsi l'ai-je perçu, à me rappeler au début de chacun de ses courriers que les informations qu'elle me donnait étaient celles qu'on l'avait autorisée à divulguer, ne serait-ce que parce que des recherches un peu poussées, à qui il saurait chercher, permettaient de les découvrir. Et toujours de conclure ces messages par des formules qui m'assuraient de son service dévoué. Je pense qu'elle me méprise. Enfin, les registres d'état civil indiquent le 2 février 1972 comme jour de la naissance de Rowan Meredith Carter, né de Liam Peter Holcroft et de Anne Alexis Carter. Il semblerait qu'il soit mort. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Elle n'a rien voulu me dire à ce sujet, au-delà de leur nom. Sur la vie de Carter ensuite, il aurait passé le plus clair de son enfance dans un prestigieux internat écossais avant de filer à St. Andrews, puis avant de prendre la possession de la fortune de son grand-père décédé le 21 juin 1995, peu avant la fin des études du jeune Rowan. Ce grand-père, Charles Carter, était un excentrique qui vivait à peu près reclus dans son domaine. Voilà. Carter, d'après ce que j'ai lu, n'a jamais été un brillant individu ou étudiant. Il n'en a pas eu besoin. Il a vécu sans histoire, toujours d'après Sorcha, jusqu'à son départ pour la France en avril 2003 pour Bordeaux, où il a entrepris une thèse de doctorat en géographie. Pourquoi pas? J'ai été chercher, elle existe, rédigée en français et s'intitule Développement urbain des motricités bordelaises, passé et perspective, soutenu en juin 2006. Pour les 19 ans restants, elle m'a globalement envoyé sur les roses au titre que c'était cela qu'il avait passé près de mon oncle et que j'avais une bien meilleure source d'informations à portée de main. Dans son dernier message, elle m'indique être disposée à m'accompagner dans la découverte du domaine qui me revient dans la région d'Inverness si je venais à, petit 1, visiter la région, petit 2, mettre la main sur les clés de ce domaine. D'ici là, elle m'assure, bla 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 bla. Vous connaissez les formules comme moi. Bordel. C'est qui? C'est quoi? C'est qui ce Carter?